nous écoutez à Bokeh sur Radio Espace Kakandé. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter également du côté de Kindia, la ville, la capitale des agrumes sur Radio Espace Kania, et un peu plus loin à Mamou, la ville carrefour chez Alpha Mamou Doubari. Vous nous écoutez sur Radio Espace Mamou. Et du côté de la baie, vous nous écoutez sur Radio Espace Fouta. Et à Kankan, bien évidemment, dans le Nabaya, vous nous écoutez sur Radio Espace Kankan. Et il en est de même du côté de la forêt, sur Radio Espace Forêt, chez Fasseli Konaté. Merci Daouda de vouloir me perturber en parlant de Gekedou. On n'est pas à Gekedou. Il veut que je parle de sa ville. Nous parlons de ces Guinéens donc, qui nous rendent fiers. Nous sommes au mois de mars, c'est tout à fait normal. Bien évidemment, notre invité, mais nous aurons aussi une autre invitée de taille, professeure Fatoumata Binta Diambamba Diallo. Elle sera avec nous. Elle vient d'être élue à la tête de la Fédération ouest-africaine des chirurgiens. Elle nous parlera bien évidemment de sa carrière, comment en est-elle arrivée là, comment a-t-elle été hissée à ce poste-là. Nous en parlons bien évidemment avec notre invité dans un instant. Mais en attendant, on revient ici en studio, Emmanuel, avec notre invité, l'ancienne ministre Adia Aïcha Ba. Bien, voilà. Allez-y. Voilà, moi je vais poser une question qui fâche, une question qui cristallise les attentions actuellement, une question d'actualité. On parle d'éducation et le ministre de l'enseignement préuniversitaire Guillaume Awin a prévu d'installer des caméras de surveillance pour ce qui est des prochains examens de fin d'année, le brevet, le bac et l'examen d'entrée en 7e. Pour vous qui avez été ministre de l'éducation dans ce pays-là, est-ce que c'est un projet sur lequel vous auriez misé? Quelle est votre grille de lecture par rapport à ce qui est considéré par le ministre actuel comme étant une innovation? Il a ses raisons. Il a ses raisons que je ne connais pas. Personnellement, je ne l'aurais pas fait parce que tout le pays n'a pas la lumière pour qu'on puisse installer des caméras. Mais peut-être qu'il veut avoir juste une expérience dans là où il y a de la lumière pour voir si c'est approprié ou pas. C'est une expérience peut-être qu'il veut essayer. Oui, mais Adia, vous avez conduit des examens. Elle a été ministre de l'Éducation pendant 7 ans. Et pratiquement vous avez deux départements, si tu permets Alassane Sako, deux départements cumulés. Oui. Ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement professionnel pendant 7 ans. Donc je voudrais comprendre parce qu'à votre époque, quand on échouait, je ne dirais pas que c'était un mérite, mais ceux qui échouaient en votre temps, on peut dire que c'est des génies aujourd'hui. Parce que l'examen, en ce moment, on savait déjà, avant d'aller, on savait déjà qu'on peut l'avoir parce qu'il y avait des préparations avec peu de moyens, je peux dire, à cette époque-là, mais aussi, l'effectif, c'était pas ça, au niveau des élèves, mais aussi du corps enseignant. Comment, avec les techniques que vous aviez à l'époque, réussir quand même à produire de qualité, il faut le rappeler, ou à qualifier le système, tant au niveau des examens, mais aussi au niveau de la formation. Comment vous avez pu, pas avec toutes ces innovations qu'on connaît aujourd'hui, mais vous, comment vous avez réussi, parce que vos produits aujourd'hui, c'est ceux-là qui continuent d'assurer, si on peut prendre au niveau de l'exécutif, au niveau de l'administration de manière générale, ou même dans les privés. Comment vous avez réussi, avec peu de moyens, avec les innovations, de manière générale. On risque de me répéter là. Oh. Voilà. Tu t'es déjà parce qu'elle ne veut pas parler, elle veut pas parler, mais il faut qu'elle nous parle. Mais tu ne vas pas parler à sa place. Elle est là pour nous parler. Il faut qu'elle nous parle. C'est une question d'organisation. C'est une question d'équipe autour de vous. C'est une question de confiance en ces équipes que vous avez mises en place. C'est une question de formation des enseignants, initiale et continue. C'est une question de renforcement des capacités, des cadres que vous avez avec vous et vous déléguez de pouvoir. C'est tout. La sévérité? Oui. La sévérité? Je suis très sévère. Ah, voilà. Avec moi-même, d'abord. D'accord. Je commence par moi-même. Ensuite, les autres.
Mais c'est important, elle a parlé de formation continue des enseignants. La formation se fait aujourd'hui, mais peut-être pas de façon étalée. Comment vous procédiez à l'époque, quand vous étiez ministre? Comment se faisait la formation continue à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, les formations, vous m'excuserez, les formations sont plutôt liées au per diem qu'au contenu. Avant, il n'y avait pas de per diem. Voilà. On venait pour apprendre. On était heureux de venir apprendre. Et ce qu'on vous donnait, c'était juste le transport. Si vous venez de Kindia, on vous paye le transport de Kindia. Si vous venez de Labé, ou Zérékoré, ou Guéguédou, ou Kouroussa. Il est content. Mais vous ne venez pas pour l'argent. Vous venez pour apprendre. Et c'était pendant les vacances, 2 mois, une remise à niveau, et puis vous repartez heureux. Pendant tous les 2 mois, la formation se faisait. Alors Adja, ma question pour vous, c'est de savoir, aujourd'hui, on a tendance à croire qu'on met beaucoup plus d'efforts dans l'organisation des examens que la préparation de ces examens-là. Quel est votre regard par rapport à cette réalité-là? C'est ma première question. Et la seconde question, pour vous aujourd'hui, comment est-ce qu'on devait s'y prendre pour pouvoir mieux réussir la qualification des enseignants techniquement, mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on fait pour qualifier même le système d'apprentissage de nos élèves aujourd'hui? Vous revenez à ce que j'avais dit tout à l'heure. Il m'est difficile de parler de ce qui se passe actuellement parce que je n'ai pas suivi. On prépare les examens. Ça se prépare. Dès que vous finissez un examen, vous préparez le suivant. Par exemple, vous finissez l'examen 2022, tout de suite vous commencez à préparer les examens de 2023. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se faire? Ma question, elle est plus relative, voyez-vous, au niveau des infrastructures. Aujourd'hui, on a des écoles qui sont à l'intérieur du pays où nous n'avions qu'un seul enseignant jusqu'à pour 4 salles de classe. Et au même moment, on a des contractuels, des anciens contractuels qu'on veut libérer, et il y a des problèmes de primes qui s'imposent, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là, et on décide de prendre de l'investissement pour mettre un centre pilote en place pour équiper en caméra de surveillance pour serrer les examens. Quel est votre regard par rapport à ces faits-là, et qu'est-ce qu'il faut faire si vous étiez là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous auriez fait pour pallier à ces faits justement, Adja? Et pour compléter sa question, voilà, pour compléter sa question, c'est que une maman n'abandonne jamais son bébé. Une question voilà. à la fois. Oui. Pour compléter sa question, pour compléter sa question, on est focus plutôt sur les examens que le parcours même de l'élève. Justement, moi, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu, c'est la formation de l'élève plus clair, qui a besoin d'un enseignant. Est-ce la qualification, il faut former. Voilà, est-ce la qualification du système éducatif passe par, n'est-ce pas, tous ces efforts au niveau des examens ou par justement, n'est-ce pas, l'encadrement au début même de l'année scolaire? Où se trouve le nœud du problème? Le nœud du problème, c'est l'encadrement du jour où l'enfant met le pied en classe. C'est là que ça commence. Et ça, c'est le devoir de l'enseignant qu'il faut former et encourager. Et s'il sait que sa carrière va progresser, donc le développement de la carrière de l'enseignant, il fera tout pour réussir. Comment mais développer la carrière de l'enfant. C'est l'enfant qui est le centre. Ce ne sont pas d'abord les examens. C'est d'abord l'enfant. Il faut le former. Vient-il en classe? Reçoit-il ses cours? A-t-il un enseignant pour commencer? Si, vous savez très bien qu'il y a plein d'enseignants dans les villes. Il faut les redéployer de manière décentralisée. Pas de Conakry vers Guéguédou ou Kouroussa, mais de Guéguédou vers les petits villages à côté. C'est comme ça qu'on fait un redéploiement. À ce moment-là, l'enfant a un enseignant. Et s'il n'y a pas, dans les écoles primaires, on peut avoir ce qu'on appelle les classes uniques ou multigrades. Mais l'enseignant doit être formé pour tenir cela. Du temps des colons, d'ailleurs, c'est ce qui se passait. Les classes multigrades. Les classes multigrades. Un enseignant peut prendre 2 classes, 2 niveaux, 3 niveaux. Mais il faut qu'il soit formé. Dans la même classe. Dans la même classe. Mais il faut qu'il soit formé. Une question, il faut me le permettre.
À votre temps, aujourd'hui, l'un des défis, c'est les procédures de recrutement. Parce qu'aujourd'hui, si on constate qu'il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas le niveau, c'est parce que tout simplement, au niveau du recrutement, on a biaisé un peu la procédure. Qu'est-ce qu'il faut justement pour remédier à cela? Parce que c'est l'un des défis aujourd'hui. Le recrutement doit être fait de façon correcte. L'enseignant, c'est une formation professionnelle. Ils doivent être formés dans des écoles pour cela, les écoles normales primaires ou les écoles normales secondaires. Et c'est de là qu'on doit les prendre pour les muter dans les salles de classe. Vous voulez parler de l'ENI par exemple, Oui, pour c'est ceux l'ENI. du primaire? S'il n'y a pas d'ENI, il faut qu'on les remette. Mais Adja, l'autre réalité, par exemple, c'est que quand vous prenez les enseignants, le plus souvent, ceux qui ont le mérite, le niveau pour le faire, se disent qu'on ne nous encourage pas à venir dans l'enseignement à cause du salaire que nous recevons, Ils peuvent aller à voir cause mieux du ailleurs. traitement qu'il y a, à cause d'un plan de carrière qui n'est pas forcément clair pour eux, finalement, ils ne viennent pas. Alors, comment les inciter, comment les encourager à pouvoir venir dans l'enseignement et surtout à accepter d'aller dans les régions? Parce que tout le monde veut rester à Conakry. Ouais, c'est pour cela que je vous parlais en offre des enseignants, par exemple, qui sont au privé et au public. C'est-à-dire, ils enseignent quelques heures au public, mais d'autres heures au public pour essayer justement de joindre les deux bouts. Parce qu'il y a certains qui se plaignent des salaires. Je pense que la première des choses que nous avons faites et qui a été préjudiciable à l'éducation guinéenne, c'est le fait d'avoir recruté des contractuels qui n'avaient pas de niveau. Or, il fallait les remettre à niveau avant de les envoyer dans les salles de classe. Tout est parti de là. Je me souviens quand la Banque mondiale avait dit qu'il faut que je prenne les agronomes pour en faire des enseignants. J'ai dit non, je ne peux pas le faire, ce sont des agronomes. À moins qu'on ne les forme pédagogiquement pour qu'ils apprennent comment prendre en charge des enfants. Sinon, je ne le fais pas. Donc, vous prenez des contractuels. Quel est le niveau? Où est-ce qu'on les prend? Et ce n'est pas la faute à un ministre ou je ne sais pas. C'est notre faute à nous tous. Nous l'avons accepté. Il faut l'assumer. Oui, mais les dirigeants en premier, Adja. Oui, mais nous sommes tous dirigeants. Oui, parce que nous l'avons accepté. Mais sauf que nous ne sommes pas au niveau décisionnel, Adja. Oui, La mais politique sectorielle de l'éducation. Vous êtes là. Vous pouvez dire attention. On le On fait. le fait régulièrement. Ah bon, alors si vous le faites. Et ce matin aussi, c'est ce que nous sommes en train de faire à travers Mais oui, vous. oui, alors voyez-vous, c'est pour ça que j'ai répondu. Alors, Il faut, oui. au moment de recruter, voir le niveau de l'individu qui doit venir pour enseigner. S'il n'a pas de niveau, mais ne le prenez pas. Et est-ce que la prolifération des écoles privées aujourd'hui n'est pas aussi un frein à la qualification du système éducatif? Vous savez qu'il y a une direction nationale pour les écoles privées. Comment est-ce qu'ils obtiennent l'agrément? Tout part de là. Si on donne un agrément de manière... Eh bien, ça n'ira pas. On doit réglementer cela et on doit contrôler la qualité de la formation qui se fait dans ces écoles privées. Moi, je n'étais pas ministre, je suis venu en vacances ici. J'ai entendu des enfants annoncer dans un conteneur. Je me suis arrêté, j'ai dit ça c'est quoi? On me dit c'est une école maternelle. Je dis où est le propriétaire de cette école maternelle? La personne qui a reconnu ma voix s'est cachée. Je suis allé voir le ministre, je dis attention, j'ai vu des écoles maternelles dans des conteneurs. Il faut faire très attention parce que la formation commence par là. Oui. Oui. C'est d'abord la petite enfance. Si vous n'encadrez pas la petite enfance de manière correcte, l'enfant est raté. D'abord, il ne va plus aimer l'école. Parce qu'il va venir, on va le frapper, on va lui donner des trucs qui ne l'intéressent pas. Vous savez que normalement, quand vous entrez dans une salle de classe, vous devez savoir que chaque gosse a un potentiel. Comment se rendre compte de ce qui intéresse l'enfant? Parce que c'est sur ça qu'il faut bâtir. Si vous ne réussissez pas, moi je suis une enseignante, c'est comme ça. J'arrive en classe, je les regarde, on se salue. Je vois tout de suite qui a besoin de quoi. Et je sais comment, à ce moment-là, lui donner ce qui lui manque, ce dont il a besoin. Mais aujourd'hui... Et mes enfants, Oui. jusqu'à aujourd'hui, me sont reconnaissants. Et c'est comme ça qu'on doit former. Parce que moi, j'ai été formée pour ça. C'est pour ça que je vous dirai encore et encore, formation,
formation des enseignants. Ce n'est même pas le salaire qui intéresse l'enseignant en réalité. Oui. C'est qu'est-ce qu'il représente. Si on le valorise, ce n'est pas par l'argent qu'on peut le valoriser. Et ceux qui réclamaient 8 millions comme salaire récemment. Mais là, c'était de la blague. Parce que si on multipliait ces 8 millions par le nombre d'enseignants, ça dépassait le budget national. Non, donc ils ont fait du tort à l'éducation. Parce que ça a perturbé le programme. Évidemment, ça a perturbé. Vous savez, les syndicalistes, il faut que les ministres sachent travailler avec eux. Quand il y a quelque chose qui ne va... Tout ce qui concerne l'éducation, vous devez les appeler. Parce que ça les concerne. Ce sont eux qui sont en charge. Vous les appelez autour de la table, vous discutez. Vous dites, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comment allons-nous prendre ce problème-là en charge ensemble? Vous les valorisez. Vous croyez qu'ils ne vont pas vous respecter? Vous croyez qu'il y aura des grèves intempestives à droite et à gauche? Oui, et c'est vrai ce que vous dites, Hadja, mais de l'autre côté aussi, il y a de la cupidité. Et il y en a qui sont plutôt attirés par le matériel, parce qu'il y en a qui engagent des mouvements, pas pour un résultat tangible qui parte dans le sens de la qualification du système éducatif, mais parce que tout simplement, on a trouvé que c'est un tremplin pour s'enrichir. Ce ne sont pas des enseignants. C'est aussi simple que ça. L'enseignement, c'est un sacerdoce. Moi, si aujourd'hui je dois refaire, je serai encore enseignante. Mais je continuerai à être sérieuse parce que j'aime les enfants. Je veux communiquer avec les enfants. Le peu que je sais, je veux le communiquer à l'enfant. Un enseignant qui dit, moi, c'est l'argent qui compte, ce n'est pas un enseignant. Je suis désolée. Bien. Permettez, elle a dit quelque chose de très important. Vous disiez tout à l'heure que quand vous entrez dans une salle de classe, vous savez ce dont chaque enfant a besoin. Ah oui, tout de suite. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons des écoles qui catégorisent les enfants. Des plus brillants aux nuls, si je peux me permettre, entre guillemets. Ils disent que les moins brillants, ceux qui sont moins brillants sont dans une salle de classe, les meilleurs sont dans une autre. Est-ce que vous pensez que cette classification... Ce n'est pas bon du tout. Parce que Einstein avait échoué. Et nous savons ce qu'il est devenu après. Donc... Parlez de Albert Einstein. Oui. Mais celui qui, certainement, s'il n'est pas intéressé, l'enfant n'est pas bon, c'est parce que l'enseignant n'est pas bon. L'enseignant n'a pas su ce dont l'enfant avait besoin. Tous ont un potentiel, je vous le dis. Il n'y a pas d'enfant bête. Il n'y en a pas. Caché ou déclaré? Oui. Ils sont tous intelligents. Mais comment sortir cette intelligence-là? C'est à vous de le faire. C'est à vous de l'intéresser. Je vous donne un exemple. J'arrive à l'abbé. Je suis prof de chimie. Quelle année? Je ne vous dis pas parce que vous saurez tout de suite. Non, j'ai 81 ans. Ça, c'est pas une question d'âge. Je suis très fier de moi. Vous avez 81 ans? Oui, je viens de souffler mes 81 ans. Wow. Incroyable. Ah oui. À la sortie, vous allez me donner le secret. Certainement. Donc, c'était vers les années 75. Shaitan 75. Voilà. Personne n'était né dans J'arrive à l'abbé. Et vous savez, je suis très rapide, tout le temps en blue jean. C'est maintenant que je ne mets pas les blue jeans. Sinon, à la maison, je les mets, je les porte. Donc, j'arrive dans la salle de classe et je fais l'appel, je les regarde. Et je dis, je suis votre professeur. Nous, on ne connaît pas la chimie, on ne connaît pas les mathématiques. Je dis, ah bon? Il me dit oui. J'ai dit, toi qui m'as dit que tu ne connais pas la chimie, tu sais faire la cuisine? Oui, madame. Tes sauces sont bonnes? Oui, madame. J'ai dit, c'est la chimie. C'est de la chimie. Elles disent, ah bon? Je dis oui. Je dis, alors je vous attends toutes les filles là, celle qui n'aura pas la moyenne en chimie. On va voir ça. Et toutes se sont intéressées à la chimie. Elles sont devenues des scientifiques aujourd'hui. Adia, vous me tendez la perche sur cette question-là. Oui, oui. On dit souvent qu'un bon enseignant, c'est un enseignant qui est passionné, qui est passionnant, qui est positif et qui donne de la confiance. Alors vous, aujourd'hui, vous êtes à ce niveau-là, vous êtes ministre de l'enseignement
préuniversitaire et de l'alphabétisation, quel est le mécanisme que vous auriez mis en place justement pour transmettre cette pédagogie, pour permettre aux enseignants dans les salles de classe de pouvoir psychologiquement agir ou influencer les enfants, les aider à découvrir ce potentiel-là et à pouvoir le valoriser? Comment vous auriez dû le faire? Très simple. Je prends mon véhicule avec mon garde du corps et le collègue qui s'occupe, si c'est de primaire que je veux aller voir, le collègue qui s'occupe de primaire, directeur national de primaire, directeur national de secondaire, et nous allons à l'intérieur du pays. On s'arrête dans chaque village, on regarde les salles de classe, on observe, on chahute avec les enseignants d'abord, puis on va dans la salle de classe, on voit comment ils travaillent, et si ça ne nous convient pas, on lui fait gentiment la remarque. Parce qu'il faut être humble et ne pas humilier l'enseignant non plus. C'est ça qui est important. Vous lui dites, ah tiens, vous avez fait ça et ça et ça. Si vous le faisiez autrement, ça irait mieux. Et vous continuez votre chemin. Un mois plus tard, vous revenez pour voir s'il a changé. Moi, c'est ce que je faisais. Hein. Un jour, il y a un qui dit, Adjapa, vraiment, vous allez me tuer parce que vous êtes tout le temps sur la route. Je dis, mais oui, il faut que je sois avec vous pour que je sache ce dont vous avez besoin. Parce que si je ne viens pas vous voir, comment vous travaillez, vos conditions de vie, je dis, je ne serai pas le ministre. Non, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous avez réussi, elle a réussi à développer, je pense, 2 programmes pendant les 7 années au cours desquels vous avez dirigé ce département, 2 départements cumulés. Je ne cesserai de le dire. Comment vous avez pu développer ces programmes-là? Est-ce que vous pensez qu'il y en a encore en cours? Est-ce que les différents départements réussissent à faire la même chose? Partagez-nous votre expérience de l'époque. Je pense qu'ils ont leur programme. Mais moi, premièrement, j'avais d'abord développé la politique éducative de l'éducation. Et vous vous souvenez, c'est à cette époque qu'il y a eu la conférence mondiale sur l'éducation pour tous, Jomtien. Et c'est là qu'on avait dit que le plus important, c'est l'éducation pour tous tout au long de la vie, en mettant l'accent sur l'éducation de base. Or, éducation de base dit quoi? C'est la petite enfance, c'est le primaire, le secondaire et tout ce qui est alphabétisation. Voilà. Je venais d'arriver de ça, je suis allé à Jomtien, je suis revenu, il y avait ma politique éducative. Et je me suis dit, dans cette politique éducative, il faut savoir quand même jauger ses efforts et ses moyens. Je dis, si j'ai les moyens, je pourrais obtenir en 2000 peut-être 52%. 52% de taux d'alphabétisation. Et la Banque mondiale s'est intéressée à la politique éducative de Guinée. Malheureusement pour nous, la Banque mondiale a orienté l'éducation de base sur uniquement l'enseignement élémentaire. À l'époque. Et c'est de par le monde, hein, c'est pas simplement en Guinée, de par le monde. Mais c'est pas grave, parce que vous pouvez trouver d'autres bailleurs pour faire autre chose. Et donc, on a préparé donc cette politique éducative qu'on appelle, ce programme qu'on appelle programme d'ajustement du secteur de l'éducation. PAS numéro 1, qui a mis l'accent sur le primaire. Mais là, il y a eu des constructions d'écoles, il y a eu des formations, il y a eu des véhicules qui ont été donnés aux directeurs préfectoraux et aux inspecteurs. Bref, un programme vraiment impeccable. Et ce programme a été développé de manière à obtenir des actions, des activités du sommet jusqu'à la base. Et ce n'était pas la Banque mondiale seule qui était le partenaire. Il y avait l'UNESCO, il y avait la France, l'AFD, il y avait les Japonais, il y avait la Banque islamique de développement, il y avait les Canadiens. Bref, tous les partenaires étaient là, mais ils étaient coordonnés. C'est cette coordination qu'il faut pour empêcher ce qu'on appelle overlapping, c'est-à-dire qu'ils ne se marchent dessus. L'un sur l'autre. Ils étaient programmés. Si celui-ci, par exemple, fait des constructions à l'abbé, l'autre le fera à Zérékoré, etc., etc. Donc c'était coordonné. On a formé les enseignants du primaire, du secondaire, formation initiale et continue. Et on a redéployé le personnel. C'était ça qui était important.
Et pour faire ce redéploiement de 1800 enseignants, il a fallu travailler avec les syndicats. Oui. Nous avons d'abord, quand la Banque mondiale a dit il faut qu'on redéploie, je dis moi je suis d'accord, hein, mais je le ferai quand je serai prête. Il dit vous n'aurez pas d'argent, je dis gardez votre argent. C'est quand je serai prête. Parce que si je redéploie aujourd'hui, il y a un problème au sein de l'éducation, qui va en pâtir? Ce sont les Guinéens, c'est moi. Je vais être responsable. Je dis non, c'est quand je serai prête. Et je leur ai dit, ils m'ont dit combien de temps? Je dis, je vous le dirai. J'ai invité les syndicats, ils sont venus, je leur ai dit, bon, je viens de faire l'état des lieux, il y a 1806 enseignants qui touchent leur salaire, qui ne travaillent pas. On fait quoi? Soit, or nous avons construit des écoles, hein. On a équipé ces écoles-là. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on remercie les enseignants, on leur donne un petit, peut-être 2 mois, 3 mois de salaire, on les remercie. Soit on les envoie là où il y a la salle de classe, mais de manière décentralisée. Ils me disent, il n'y aura pas d'injustice. Je dis non, il n'y en aura pas. D'accord. C'est ce que nous avons fait. Ensemble, les syndicats et nous. Nous avons fait d'abord tout le pays pour expliquer ce qui allait se passer. Parce qu'il ne faut pas démarrer la chose sans avoir expliqué. Il faut toujours expliquer. Faire de la pédagogie. Ouais. Donc on a expliqué, on a dit voilà, les enfants vont avoir leur enseignant. Le slogan c'est pas de classe sans enseignant. Okay. Ils ont été envoyés, on va le faire. Et on a arrivé maintenant au Conseil des ministres, il y a des ministres qui ont dit au président, attention, hein, Nadia Aïcha veut révolter les enseignants. D'ailleurs, son mari est dans l'opposition, vous comprenez, mon papa. Le président a dit, Nadia, qu'est-ce que cela veut dire, redéploiement? C'est une occasion rêvée pour moi d'expliquer. Je lui ai expliqué, je dis, si nous redéployons le personnel, je dis, nous allons avoir 15 millions de dollars qui va être versé dans la cagnotte du gouvernement. En contrepartie, nous allons avoir les francs guinéens pour pouvoir faire notre travail. Je dis, ah bon? Je dis oui. Je dis, vous pouvez poser la question à Yansane, là, le ministre des Finances. Et puis, non, Yansane était à la Banque centrale, Ibrahim Assilla était aux finances. Les deux ont dit oui, c'est vrai. Je dis, si je ne fais pas ça, ce n'est même pas la peine qu'ils aillent à Washington pour négocier. Nous avons fait le déploiement. Le président a dit, ah, dia, parce qu'il savait ce que les autres avaient raconté. Mais il ne voulait pas me le dire. Il me dit, Hadja, tu fais ce que tu veux. Et celui qui ne veut pas, je dis, j'ai 2 requêtes. Premièrement, qu'aucun ministre ne se mêle, qu'aucun gouverneur ne se mêle, qu'aucun préfet ne se mêle. Le redéploiement se fera de manière décentralisée. Il me dit, qu'est-ce que cela veut dire? Je dis, par exemple, à Kindia, je lui ai expliqué. Et ça ne fera pas mal du tout. Parce que c'est juste pour faire quelques kilomètres. Ils peuvent même laisser leurs femmes au centre et puis aller travailler. C'était aussi simple. Oui, revenir. Il me dit, Wallah, tu fais ce que tu veux, Hadja. De quoi as-tu besoin? Je dis carburant. Et des ministres des Finances lui donnent autant de carburant qu'elle veut. Je dis, je voudrais 8 minutes d'antenne. 8 minutes? Je dis oui. Et des ministres d'information. 8 minutes d'antenne. Je dis radio, télévision, pour que j'explique. Oui. Il dit, avant que tu n'arrives dans ton bureau, ils seront déjà là. Effectivement. Avant que je n'arrive dans le bureau, les gens étaient là. J'ai pris la radio et la télévision, j'ai expliqué. Je dis, chers parents, chers élèves, chers enseignants, et je leur ai expliqué ce qui allait se passer. Le déploiement s'est fait. Il n'y a rien eu, tout s'est très bien passé, parce que les syndicats étaient impliqués. C'était méthodique, mais aujourd'hui, on sort les gabarits pour menacer. Non. Il faut savoir, chacun a sa méthode. Moi, c'était ma méthode. Voilà la méthode des femmes. Nous sommes des mères. Voilà qu'on dit. Vous allez le permettre. Nous savons comment gérer les hommes, les femmes. C'est ça. On gère Et avec puisque la vous force. parlez d'ailleurs de femmes, ça a quand même été votre cheval de bataille, la scolarisation de la jeune fille. Exact. Aujourd'hui, comment vous observez de loin ce que vous avez fait et ce qui est aujourd'hui? Et peut-être partager un peu l'expérience de l'époque. Voilà. Les femmes dans les sciences exactes, les bourses que vous avez pu mettre en place à l'époque. Vous savez, quand j'arrivais comme ministre de l'Éducation, j'ai perdu 6 kilos en un clin d'œil. 6 kilos. Or, je ne suis pas grosse, vous avez vu, jusqu'à présent, je suis toute petite. Les gens ont dit, Hadja, quand on nomme ministre, on grossit. Vous maigrissez, je dis oui, parce que le travail est dur. Pourquoi? Ce que j'ai trouvé était très difficile.
Parce que le taux d'alphabétisation était très très bas, 26%. Il n'y avait pas de filles. Quand je suis allée à l'intérieur du pays, dans les salles de classe, c'est peut-être une fille, 20 garçons, ou 2 filles, 30 garçons. J'ai dit non, ça ne peut pas être comme ça. Il faut qu'on trouve un moyen. Donc, développer une politique pour les filles, il faut les encourager. Et j'ai donc eu, avec justement l'USAID, vous savez, j'ai été formé par les Américains. Donc, dès que j'ai été nommé, ça c'est la politique américaine, dès que vous êtes nommé ministre, ils vous accompagnent. Oui. C'est avec la Guinée que les Américains ont commencé à financer l'éducation. Avant, ils n'étaient pas dans l'éducation. Ils sont dans la santé. Avant. C'est la première fois qu'ils venaient. Ils ont dit, ah bon. L'ambassadeur m'a appelé pour me dire, Aïcha, what can I do for you? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui ai dit, envoyez-moi une délégation des États-Unis. Parce que je les connais. Ils ne vont jamais vous donner de l'argent sans savoir où ils vont mettre l'argent. Envoyez-moi La mission est arrivée. C'était une femme avec laquelle je corresponds jusqu'aujourd'hui. C'est ma sœur américaine. Nous sommes des amis jusqu'aujourd'hui. Elle me dit, what can I do? I said, vous allez aller à l'intérieur du pays, vous-même vous allez voir. Je préfère que vous voyez et ensuite à votre retour, on va discuter. Elle est allée, elle a regardé avec son équipe, on lui a donné un véhicule, un traducteur, tout. Elle revient et me dit, oh Aïcha, there is no girl, we don't have girls. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de filles dans les salles de classe. Alors voilà, une politique en matière d'enseignement. Voilà comment on a eu pour les filles au niveau du primaire et du secondaire aussi. Oui. On a eu beaucoup d'argent pour ça. Maintenant, pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, les filles n'allaient pas vers les sciences. Donc j'ai vu le Canadien, l'ambassade du Canada, son épouse était d'origine guinéenne. Donc c'était facile. Oui. C'est comme ça qu'il faut savoir. Et est-ce que c'est ce qui a motivé la création de l'association pour le renforcement de l'enseignement supérieur pour les femmes en Afrique? Mais peut-être avant, je vais parler de ça. Ces bourses. Comment les filles se sont intéressées aux sciences? Donc, l'ambassadeur du Canada, je l'ai invité. Il est venu, je lui ai expliqué. Il me dit, il n'y a pas de problème, on trouvera ACDI. Va vous donner des bourses. Ces bourses consistaient en quoi? C'était des cours d'appui aux filles pour combler les lacunes. C'est en matière de santé, les serviettes hygiéniques, si elles sont malades et tout. Ensuite, tout ce qui est santé, hygiène et consorts, ils ont pris ça, la formation. Oui. Et puis, tout ce dont elles avaient besoin, elles expliquaient, on leur donnait. Elles se sont impliquées elles ont vu qu'elles étaient fortes. Oui. Mais c'est comme à l'ENAM, par exemple. J'ai encouragé les filles à aller à l'ENAM. Oui. Et aujourd'hui, elles sont mécaniciennes et tout. Ça fait plaisir, ça, quand on les voit. Bon, maintenant, l'enseignement technique et formation, non, l'enseignement... Mais ces bourses, comment étaient-elles octroyées? Est-ce que c'était par mérite? Comment ça se faisait? Ah non. C'était les meilleurs. Par exemple, des gens partaient étudier ou bien comment ça se faisait concrètement? Non. On les prend en charge dès le secondaire. Dès qu'ils arrivent en classe... Non. Le lycée. C'est le lycée. 11e année. 11e année. On les prend à partir de la 11e année et on les coach. Et ça marche tout de suite. Ce n'est pas de l'argent qu'on donne. Si vous donnez de l'argent, vous habitez les enfants à l'argent là, vous allez avoir des problèmes. Oui. Donc elles ont travaillé, elles ont réussi et c'est un plaisir. Ouais. Maintenant, vous avez posé la question sur... là, nous avons formé le forum des éducatrices africaines en 1992 parce que nous étions toutes à Djomchen. En 1992, nous nous sommes retrouvés d'abord à Manchester, où il y avait une réunion organisée par la banque, les donateurs, les 5 grands comme on les appelle. Et ils ont dit, moi je n'étais pas là-bas, j'étais à Paris pour expliquer ce que nous faisions en Guinée, parce que c'était le pays qui était plus en avance dans le domaine du suivi de Djomchen. Donc là, les femmes qui étaient là ont abordé les donateurs pour dire nous aimerions vraiment développer un programme sur l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Ils ont dit si vous le faites, créez une ONG, on vous finance. Nous avons créé FAWE, le Forum for African Educationalists. Voilà comment c'est parti. Et aujourd'hui, il y a 34 antennes en Afrique. 34 antennes. Donc le forum existe jusqu'aujourd'hui, même en Guinée, ici. Ils ne sont pas très actifs. Oui, c'est ça. Surtout les pays anglophones qui ont développé
Mais je vais les bousculer ici Alors, aussi. Adja, Peut-être quand que vous ne vous souvenez pas. À ça. l'enseignement supérieur. Oui. Maintenant, au niveau de l'enseignement supérieur, moi j'étais à l'UNESCO. Il y avait Pei Chung aussi à l'UNESCO, mais à Addis Abeba. Nous avons créé le renforcement des capacités au niveau de l'enseignement supérieur. Et la base se trouve au Zimbabwe. Ça continue. Bien. Et pour vous, d'où est parti l'échec du système éducatif guinéen? Parce que quand on fait la Il n'y a comparaison... pas d'échec, ne dites pas échec. Oui, Allah. aujourd'hui, Adja, permettez... soyez positif. Adja, Alors, pas échec. Il faut améliorer. D'où est parti ce Les tâtonnement, Baisse de niveau. ce tâtonnement dans le système? parce que ceux qui se limitaient sous la Première République en 7e, 10e année ont le niveau aujourd'hui plus que ceux qui sortent des universités. L'enseignant. Tout est une question d'enseignement. Il faut mettre l'accent sur le formateur. Si vous voulez avoir des enfants qui ont un niveau, donnez-leur un enseignant qui a un niveau adéquat. Tout est parti de là. Vous savez, dès qu'on a commencé à recruter les contractuels sans avoir fait passer ces contractuels au départ par un examen, voir ceux qui étaient prenables ou pas. On a pris comme ça. Et je crois, et j'étais là d'ailleurs, quand il y a eu la Covid-19, je suis venu faire une semaine et j'ai constaté que, comme les enseignants, c'était la grève, la grande grève. Je ne sais pas si c'est le SLEG ou autre. En 2017, En tout cas, il y a eu une grève qui n'en finissait pas. Oui, c'est ça. c'était la grève du Et SNEC. les enfants étaient à la maison. Et on a recruté des contractuels ouais. sans avoir cherché à connaître le niveau de ces contractuels. Tout est parti de là. Et maintenant, Sans savoir c'était quoi leur Oui. background. maintenant, il faudra les reprendre et les former, puisqu'on ne peut pas les chasser. Ils sont là. Il faut les former. Il faut vraiment les former. D'ailleurs, leur situation pose problème encore Oui, par il faut rapport à les la prise en former. charge. Et donc, Adja, Il faut les former, il faut les donnez, former. Vous donnez des solutions. Mais qu'en est-il de la responsabilité parentale aujourd'hui dans l'éducation des enfants? Je vais vous dire, quelqu'un m'a fait une remarque quand j'ai dit les parents ont baissé les bras. Il me dit, mais Hadja, toi aussi. Les parents et les enfants ne mangent même plus ensemble. C'est aussi simple que ça. Le père sort très tôt le matin, la mère sert très tôt le matin. L'enfant, est-ce qu'il va en classe? Est-ce qu'il ne va pas en classe? Dieu seul le sait. Arrivé à midi, celui qui arrive le premier, s'il y a à manger, il mange, s'il n'y en a pas. Le soir, quand le père revient très tard, il ne voit pas ses enfants. Quand la mère arrive, elle est débordée. Comment voulez-vous que les enfants, que les parents, vraiment jouent leur rôle? Or, il faut qu'ils jouent leur rôle. Malgré Alors, ces charges-là. Alors, ce qu'il faut repenser aujourd'hui le système, parce que la formation qui est reçue aujourd'hui, il y a cette inadéquation entre cette formation reçue avec l'importation de nouvelles idées, de nouveaux programmes par rapport aux besoins de l'emploi ou de services. Quand vous parlez d'emploi, c'est là où je vais revenir à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Et c'est très important. Et actuellement, on a un ministre qui est très bien dans ce sens-là. J'ai vu ça. Mais le ministre Alpha Bakar J'ai vu. Je l'ai même félicité parce que ces enfants-là, lorsqu'ils finissent, ils ne vont pas aller chercher un emploi, aller vers l'État. Ils créent eux-mêmes leur entreprise. C'est ça qu'il faut. C'est même dans la formation de l'enfant, c'est comment créer cet esprit d'entreprise dès le départ, au moment de la formation. À la sortie, regardez les gens du Nigeria. Ils ne vont jamais chercher un emploi et créer leur propre entreprise. Dans les pays anglophones, c'est comme ça. C'est nous, je dis francophones, non. C'est nous qui utilisons le français comme langue de travail, officielle. de travail, qui sommes dans ce problème-là. Sinon, c'est dès le départ, d'ailleurs, dès la prime enfance, on inculque l'esprit d'entreprise à l'enfant.
il sait qu'à la sortie, il faut qu'il se forme. Alors, on est pratiquement au terme de cette interview avec vous. Hadia, peut-être un message à l'endroit des Guinéens, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut pour booster à nouveau, vous n'aimez pas le terme, hein, mais l'éducation, remettre à niveau, faire en sorte que les choses soient en tout cas meilleures. Et un message aux autorités actuelles, aux parents et à tous ceux qui nous écoutent. Et surtout un message aux filles. Aux autorités, je dirais, de se pencher sur la formation des enseignants, sur la revalorisation de l'enseignant, sur la prise en compte des besoins de l'enfant. C'est l'enfant qui est le centre. Aux parents, je dirais, prenez votre temps pour vos enfants. Mangez ensemble le matin. Mangez ensemble le soir. Si à midi, vous ne pouvez pas le faire. C'est à ce moment-là que vous pouvez socialiser avec l'enfant. Leur inculquer les valeurs dont on a besoin et qui font défaut aujourd'hui. Aux enseignants, je dirais, c'est un sacerdoce. Vous avez choisi d'être enseignant. Assumez votre fonction jusqu'au bout des ongles. Il faut être fier d'être un enseignant. Moi, je suis vraiment fier d'être une enseignante. Vraiment. Et quand on me dit s'il faut refaire, je dirais encore l'enseignement. Après avoir été à l'UNESCO, aux Nations Unies, et vous reviendriez dans une salle de classe? Absolument. Je continue à enseigner. Oui. Mais oui, j'enseigne tous les jours. Hein. Adja, Et j'apprends tous les jours aussi. peut-être une toute dernière, Adja. Certainement. Un jour, vous ne serez pas là. Qu'est-ce que vous voulez que le peuple de Guinée et le peuple africain retiennent de vous? Que je suis une apprenante tout au long de la vie, que je valorise l'éducation, que je tiens aux valeurs de nos anciens et que j'ai laissé beaucoup de choses et je laisserai beaucoup de choses parce que j'ai créé ma propre initiative et mes économies, je les donne pour que les filles et les femmes puissent avoir un peu d'argent afin d'être économiquement indépendantes. Celles-là, elles ne vont pas m'oublier. Adja Aïcha Ba, merci. C'est moi. Adja Aïcha Ba, ancienne ministre de l'Éducation, ancienne directrice de l'éducation de base, puis sous-directrice de l'UNESCO, bien évidemment, générale adjointe, directrice générale pour l'éducation à l'UNESCO. Aujourd'hui, elle était notre invitée. Merci pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'à présent et bienvenue à ceux qui nous prennent en marche. L'émission continue dans un instant sur Espace TV.